Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation Java. Dans le dernier épisode, nous avons percé les secrets de la réflexion. Aujourd'hui, nous passons de l'autre côté du miroir. Nous allons créer nos propres annotations. Ces fameuses étiquettes comme @override ou @test, vous les utilisez tous les jours. Mais savez-vous en fabriquer une, la paramétrer et écrire le moteur qui la fait vivre? Au programme, la syntaxe @interface, les méta-annotations retention et target, les attributs, un validateur d'objets complet, les processeurs à la compilation et les bonnes pratiques. À la fin, vous saurez construire votre propre mini framework. C'est parti! Petit rappel pour commencer, une annotation est une étiquette de métadonnées que l'on pose sur un élément de code, une classe, une méthode, un champ ou même un paramètre. Seule, elle ne fait rien, elle ne change pas le comportement du code. Toute sa puissance vient des outils qui la lisent. Le compilateur qui vérifie @override, les frameworks qui découvrent @component ou @test par réflexion, et les processeurs d'annotation qui génèrent du code à la compilation. Java fournit une poignée d'annotations standards, mais le vrai pouvoir, c'est d'écrire les vôtres. Voyons comment. La syntaxe de base d'abord. Une annotation se déclare comme une interface, précédée du symbole arrobase. Public arrobase interface. Note nulle, accolade, c'est tout. Vous venez de créer votre première annotation. Sous le capot, le compilateur en fait une interface qui étend automatiquement java.lang.annotation.annotation. On peut désormais écrire arrobase note nulle au-dessus d'un champ ou d'une méthode. Mais attention, pour l'instant, cette étiquette est invisible à l'exécution et personne ne la lit. Il nous manque deux choses. Préciser où elle peut se poser et combien de temps elle survit. C'est le rôle des méta-annotations. Première méta-annotation, la plus importante, arrobase rétention. Elle détermine la durée de vie de votre annotation avec trois politiques. Source, l'annotation n'existe que dans le fichier source et disparaît dès la compilation, c'est le cas d'arrobase override. Classe, elle est écrite dans le fichier de bytecode, mais la machine virtuelle ne la charge pas, c'est la valeur par défaut, et elle sert aux outils qui analysent le bytecode. Runtime, elle survit jusqu'à l'exécution et devient visible par réflexion. Retenez la règle pratique. Pour qu'un framework puisse lire votre annotation à chaud, il faut impérativement la rétention runtime. Deuxième méta-annotation, @target, elle restreint les emplacements où votre annotation peut se poser grâce à l'énumération elements. Type pour les classes et interfaces, method pour les méthodes, field pour les champs, paraméter pour les paramètres, constructor pour les constructeurs. On peut en combiner plusieurs en passant un tableau entre accolades. Si vous omettez target, l'annotation se pose presque partout. Citons aussi deux méta-annotations secondaires, @documented pour qu'elle apparaisse dans la Javadoc et @inherited pour qu'une annotation posée sur une classe mère soit vue sur ses classes filles. Votre étiquette est maintenant bien cadrée. Passons aux attributs qui rendent vos annotations paramétrables. Un attribut se déclare comme une méthode sans paramètre dans l'annotation, par exemple int min, parenthèse, suivi éventuellement de default 0. Les types autorisés sont stricts, les primitifs string, classe, les énumérations, les annotations et les tableaux de tout cela. Avec default, l'attribut devient optionnel. À l'usage, on écrit @size min égale 2, max égale 30. Cas particulier élégant, si l'attribut s'appelle value et qu'il est seul, on peut omettre son nom, @size, parenthèse 10, parenthèse fermante. C'est exactement ainsi que fonctionnent les annotations de Spring et de GPA. Notre annotation existe. Apprenons maintenant à la lire par réflexion. Tout se joue avec deux méthodes héritées du dernier épisode. D'abord, isAnnotationPresent, qui vérifie si l'étiquette est posée sur une classe, une méthode ou un champ. Ensuite, getAnnotation qui renvoie l'objet annotation sur lequel on appelle directement les attributs à .min, parenthèse, à .max, parenthèse. Un détail amusant, l'objet renvoyé est en réalité un proxy dynamique fabriqué par la machine virtuelle, car une annotation n'est qu'une interface. Voilà toute la mécanique, une étiquette posée, un lecteur qui l'interroge, et la magie opère. Place à la pratique. Construisons un mini validateur d'objets, dans l'esprit de bin validation. Objectif. Pouvoir écrire au-dessus des champs d'une classe personne, note nulle sur le nom, et size, min 2, max 30, toujours sur le nom, puis range, min 0, max 150, sur l'âge. Première étape. Déclarer ces trois annotations. Chacune reçoit rétention runtime, target field, et ses attributs avec des valeurs par défaut. Trois petites déclarations, et notre vocabulaire de validation est prêt. Reste à écrire le moteur qui les fait vivre. Seconde étape, le moteur de validation,
une seule méthode statique validate. Elle reçoit un objet quelconque et parcourt ses champs avec getDeclaredFields en appelant setAccessible pour lire les privés. Pour chaque champ, 3 contrôles. Si @notNull est présente et que la valeur est nulle, erreur. Si @size est présente, on vérifie la longueur de la chaîne entre min et max. Si @range est présente, on vérifie que le nombre est dans l'intervalle. Les erreurs s'accumulent dans une liste que la méthode renvoie. Une trentaine de lignes et n'importe quel objet devient validable par simple étiquetage. C'est exactement le cœur d'Hibernate Validator. Changeons maintenant de moment. Direction la compilation. Un processeur d'annotation est un greffon du compilateur Javac qui détecte vos annotations pendant la compilation et peut générer de nouveaux fichiers sources. C'est ainsi que Lombok fabrique les getters, que Mapstruct écrit les mappeurs et que Dagger construit l'injection de dépendance, zéro réflexion, zéro coût à l'exécution, tout est prêt avant même de lancer le programme. Un processeur étant abstract processeur déclare les annotations qu'il supporte et implémente la méthode process appelée à chaque tour de compilation. Voyons cela de plus près. Voici le squelette d'un processeur. La classe BuilderProcessor est en abstract processor et porte deux annotations, supported annotation types avec le nom complet de l'annotation visée et supported source version. Dans la méthode process, on récupère tous les éléments annotés avec la méthode getElementsAnnotatedWith. Pour chacun, on peut contrôler des règles et mettre des erreurs de compilation personnalisées avec le messager ou générer un fichier source avec le filler. Le processeur se déclare ensuite dans MetaEnv Service ou via la bibliothèque Autoservice de Google. Votre compilateur travaille désormais pour vous. Deux raffinements modernes pour compléter le tableau. Premier, les annotations répétables. Depuis Java 8, @repeatable permet de poser plusieurs fois la même annotation sur un élément, par exemple plusieurs @schedule sur une même méthode. Il faut déclarer une annotation conteneur qui stocke le tableau des répétitions. Second raffinement, les annotations de type avec element type underscore use. Elles se posent sur les usages de type eux-mêmes. Une liste de strings non nul, un new immutable, ma classe. Les outils d'analyse statique, comme le checker framework, s'en servent pour traquer les nuls à la compilation. Prenons un peu de hauteur. Où vivent les annotations dans l'écosystème? Côté Spring, @component, @autowired, @transactional pilote l'injection et les transactions, lues par réflexion au démarrage. Côté GPA et Hibernate, @entity, @id, @column décrivent le mapping objet relationnel. Côté test, @test, @beforeeach, @mock chez JUnit et Motict. Côté compilation, Lombok avec @getter et @builder, Mapstruct avec @mapper. Deux grandes familles se dessinent, les annotations lues à l'exécution par réflexion et celles consommées à la compilation par des processeurs. Quelques bonnes pratiques avant l'exercice final. 1. Choisissez la rétention minimale nécessaire. Ne mettez runtime que si un outil doit vraiment lire l'annotation à chaud. 2. Posez toujours un @target explicite pour éviter les usages absurdes. 3. Donnez des valeurs default à vos attributs, l'utilisation reste légère. 4. Une annotation décrit le quoi, jamais le comment. Elle déclare une intention. Le moteur fait le travail. 5. Ne multipliez pas les annotations magiques. Trop d'étiquettes rendent le code illisible et le débogage pénible. Une annotation bien conçue se lit comme une phrase. Exercice final, créer un mini framework de route HTTP comme une version de poche de Spring. Objectif, écrire @route méthode get, chemin/hello au-dessus d'une méthode et qu'un routeur la découvre et l'exécute. Première étape, l'annotation @rétention runtime, @target method avec deux attributs méthode de type string avec get par défaut et pass de type string. Seconde étape, une classe API avec deux méthodes annotées, hello qui renvoie une salutation et bye en méthode post qui renvoie un au revoir. Le décor est planté, il ne manque plus que le routeur. Troisième étape, le routeur. Sa méthode register parcourt les méthodes de la classe API avec getDeclaredMethods. Pour chaque méthode portant @route, elle lit méthode et pass et range la méthode dans une table de correspondance dont la clé est méthode espace pass. Sa méthode handle reçoit une requête comme get/hello, retrouve la méthode dans la table et l'exécute avec invoke. Démonstration, handle get/hello renvoie la salutation, handle post/bye renvoie l'au revoir. En 50 lignes, vous avez écrit le cœur d'un contrôleur web, une annotation, un scanner, une table, un invoke. C'est exactement le principe de Spring MVC. Récapitulons ce qu'il faut retenir. Une annotation se déclare avec @interface et se configure avec deux méta-annotations, rétention qui fixe sa durée de vie, source, classe ou runtime et target qui fixe ses emplacements.
Les attributs sont des méthodes sans paramètres, avec des types stricts et des valeurs default. On les lie à l'exécution avec isAnnotation et getAnnotation, ou à la compilation avec un processeur qui est en abstract processor. Les raffinements, repeatable, les annotations de type inherited, et la philosophie, une annotation déclare une intention, un moteur l'exécute. Vous savez désormais fabriquer les deux. Voilà qui conclut cette vidéo sur la création d'annotations Java. Vous êtes passé de simple utilisateur d'étiquettes à véritable créateur d'outils, un validateur d'objets et même un mini-routeur web en quelques dizaines de lignes. Pour bien assimiler, refaites l'exercice du routeur par vous-même et essayez d'ajouter un attribut comme un code de statut HTTP. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec d'autres développeurs et abonnez-vous pour la suite. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les génériques Java en profondeur des wildcards au type borné. À très bientôt et bon code!